Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis avec toute l'équipe de l'AFCI de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré à la réalisation d'événements impactants. L'AFCI, vous connaissez, c'est l'association de référence des communicantes et des communicants internes et qui vous propose tout au long de l'année tout un tas d'activités et de formations pour vous aider à progresser dans vos pratiques quotidiennes. Avant de donner la parole aux animatrices et instigatrices de ce nouveau webinaire, donc Charlotte et Elodie ici présentes avec Agathe d'ailleurs en plateau, un petit point justement d'actualité concernant notre agenda et ça commence dès ce vendredi 29 mai avec la diffusion sur notre chaîne LinkedIn du nouvel épisode de Fais la diff, l'émission, la web TV de la FCI organisée avec Nouvelle Voix, avec pour thème pour ce quatrième épisode l'infobésité. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité des replays des 3 premiers épisodes sur notre chaîne YouTube. On continue avec le mercredi 3 juin et le lancement du très attendu guide pratique sur l'art et la culture en organisation. Comment est-ce qu'on peut en faire des leviers pour la communication interne? Cette présentation du guide se fera au ministère de la Culture dès 9h30, donc mercredi 3 juin, et sera suivi pour celles et ceux qui souhaitent prolonger le plaisir par la visite de la Fondation Cartier qui se trouve juste en face du ministère. On enchaînera le mardi 9 juin, donc la semaine qui suit, avec un nouveau webinaire consacré à la restitution de l'étude sur le travail hybride et l'IA. Quels enseignements pour les organisations en 2026? On vous attendra en ligne à partir de 11h. L'AFSI, vous le savez, c'est également des réseaux régionaux et je commence par le plus important d'entre eux, le réseau Rhône-Alpes-Auvergne avec l'afterwork d'été à Lyon. Donc pour clôturer la saison, le réseau lyonnais vous donne rendez-vous le 16 juin à partir de 18h30 sur le rooftop de l'Auxiliaire qui se tiendra donc à Lyon 6. Et puis c'est également le réseau de Grenoble avec une dernière rencontre de la saison le 19 juin pour répondre à la question pourquoi, comment et pour qui célébrer en entreprise, organisé avec notre partenaire local comme de Grenoble. Ce sera surtout l'occasion de saluer Brigitte Sarrazin. Je crois qu'elle est connectée ce matin. Donc Brigitte qu'on tient au nom des administrateurs, administratrices de l'AFSI et de toute l'équipe à saluer chaleureusement puisqu'elle a porté à bout de bras durant plus de 11 ans cette délégation grenobloise, donc venez lui faire un coucou, je pense que ça lui fera plaisir et nous vous attendrons tous à partir de 10h30 à la Casamore à Grenoble. J'en termine avec les formations. L'AFSI donc, vous propose 2 derniers modules au mois de juin avant de partir pour des vacances bien méritées. Le premier module aura lieu dès le 11 juin sur la création, l'animation d'un réseau de correspondants internes et puis un tout nouveau module qui a été mis en ligne pas plus tard que ce matin sur la compréhension et l'utilisation de l'IA en communication interne. Donc cette première session se déroulera les 18 et 19 juin. Ne tardez pas à vous inscrire, on sera ravis de vous accueillir. On termine avec le gros événement donc, de cette fin de saison, le 30 juin. Je vous invite à noter d'ores et déjà la date pour la soirée festive avant de partir en vacances. Ça se déroulera à Paris à partir de 18h30. Toutes ces infos, bien sûr, ainsi que le replay du webinaire à venir, vous allez les retrouver sur le site afsi.asso.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Et puis, avant de donner la parole donc, à nos animatrices et intervenantes, dernier petit point technique. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran un petit onglet de chat. Cet onglet de chat va vous servir à 2 choses. La première, c'est de pouvoir poser vos questions à nos intervenantes et Sarah, que vous ne voyez pas mais qui est en régie, se fera fort de les relayer auprès de mes intervenantes afin qu'elles y répondent. Et dans l'autre sens, ça marche aussi puisque Charlotte et Elodie vous poseront des questions quant à vos retours d'expérience sur justement le montage d'événements. Donc n'hésitez pas à y répondre. Ça vous permettra d'interagir également avec nos intervenantes. Voilà, tout est prêt. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse donc la parole et la main à Charlotte et Elodie pour les événements impactants et je vous souhaite un très bon webinaire. C'est parti! Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin. Je suis Elodie Chadel-Amanou, je suis responsable de la communication interne et de l'engagement au sein du groupe RATP.
Et moi, je suis Charlotte Caruel, je suis donc aussi administratrice aux côtés d'Élodie à l'AFSI et je suis responsable comme interne pour le groupe Veolia. Et on a le plaisir d'accueillir avec nous Agathe Samut, donc fondatrice de Comity et de la Comity Academy. Donc je forme et j'informe les communicants à la transformation de leurs pratiques et notamment à l'IA. Et puis merci à Charlotte de nous accueillir dans les locaux de Veolia ce matin. avec plaisir. On est bien. Écoutez, on est vraiment ravis de vous accueillir ce matin. On va parler d'un sujet qu'on pratique à peu près toutes et tous dans nos métiers, c'est donc l'événementiel. Et là, l'idée, c'est de prendre un petit temps pour s'arrêter et réfléchir ensemble à ce qu'est un événement impactant, par quelle étape doit-on passer, à quoi faut-il impérativement penser pour bien se préparer, comment capitaliser dessus ensuite quand cet événement est passé. Alors, et pour commencer, histoire de vous réveiller un tout petit peu, on a une question pour vous déjà. En un mot, comment qualifieriez-vous un événement impactant ? Donc, comme disait Valentin, n'hésitez pas à intervenir dans le chat que vous avez déjà découvert, je crois. Donc, un mot pour qualifier pour vous un événement impactant. On va voir comment vous percevez ça. Le lien, je vois, par Sébastien. Ok, intéressant. N'hésitez pas, faites pas les timides. Ok, expérience. On va en parler, je pense, par la suite de l'expérience. Émotion aussi, je pense que ça, c'est des mots forts. Cohésion, mémorable. Ok, donc il y a des choses qui restent. Mémorable revient. Ah, novateur. Agathe, il y aura peut-être des choses à nous dire de ce côté-là. Une trace, des souvenirs, l'engagement, le sens. Ok, vous êtes inspirés ce matin. Alors, évidemment, tous ces mots font sens en l'occurrence. Exactement. On y reviendra. Nous, avec Élodie, il y avait deux mots un peu forts qui pour nous, caractérisaient, on va dire, un événement impactant. Parce que pour nous, évidemment, donc les mots qui s'affichent là, c'est l'engagement et la transformation. Engagement, je crois que vous l'avez dit déjà. Ouais, ça doit évidemment engager les participants qui sont présents et dans l'idéal avoir un impact positif en fonction évidemment des objectifs qu'on s'est fixés, on y reviendra. Et le mot transformation, je pense qu'il est aussi extrêmement important parce que l'idée c'est pas juste de faire un one shot, c'est évidemment que ça puisse en avoir un impact sur la durée. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ce mot transformation. Mais soyons honnêtes, on est entre nous, concrètement, et combien d'événements pour vous restent sympathiques aujourd'hui, mais des fois sans lendemain ? En effet, donc l'objectif aujourd'hui, il est simple, c'est vous donner des clés très concrètes pour passer d'un événement réussi à un événement impactant, un événement au service de votre stratégie de communication. Et pour cela, on va détailler les différentes étapes, avant, pendant et après. On aura aussi le plaisir d'avoir le témoignage de deux adhérentes qui vont nous rejoindre tout à l'heure pour illustrer par des exemples concrets des événements qu'elles ont montés et qu'elles ont vécus. Mais avant cela, on va prendre de la hauteur, donc avec Agathe qui s'est présentée, Agathe fondatrice de Comity et Comity Academy. Agathe, tu as vécu une première vie dans l'événementiel et puis 2017, tu as donc fondé Comity, tu formes et tu informes les communicants sur les événements et leurs pratiques et puis depuis quelques temps avec une forte touche d'IA, on en parlera aussi tout à l'heure. Pour commencer cet échange, du coup, on s'est dit une première question un peu générale. Quand tu regardes la tendance en ce moment des événements qui se déroulent dans nos organisations, qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années ? Est-ce qu'il y a des formats, des attentes particulières des participants, peut-être un niveau d'exigence différent ? On démarre avec toutes ces questions. Il y a un peu de tout ça. En fait, très clairement, on a quand même vécu un shift depuis post-Covid. Ça a quand même changé beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, on a des leviers, des temps forts et on voit une évolution aussi de la manière dont est perçu l'événement. Et le premier point, je pense qu'il y a un sujet autour de l'exigence expérientielle. En fait, j'ai vu dans les mots qui ont été partagés, c'est tout à fait ça. On attend de l'expérience et c'est ce qui fait un peu le cœur de l'événement. Très clairement, on a aujourd'hui, et on en parle en introduction, on parle d'infobésité, c'est vrai, on a cette capacité à avoir accès à beaucoup de contenu tout le temps, hyper facilement. Et donc, il faut que l'événement en lui-même, qui est un moment clé dans un agenda, il est de la valeur et cette valeur, elle va aller se chercher dans l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui a été menée aux États-Unis par Julius Solaris, quand il interroge des organisateurs d'événements sur est-ce que vous pensez que vous avez fait un événement mémorable, 78% des organisateurs disent oui. Quand on pose la même question aux participants de ces mêmes événements, on n'a que 40% de réponses positives. Donc on voit qu'il y a un décalage. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ce décalage, pour arriver à le régler, c'est qu'il faut se reconcentrer sur le participant et sur l'expérience qu'il va vivre.
parce qu'effectivement, post-Covid, on a une évolution des pratiques qui ont été faites, on a des attentes qui ont beaucoup augmenté. On a l'habitude aujourd'hui d'utiliser des plateformes de contenu, on est beaucoup sur Netflix, donc on a l'habitude d'avoir du choix. Donc c'est important aussi de réfléchir à ce que votre participant, s'il a le choix, qu'est-ce qu'il va venir chercher chez vous et quelle expérience il a envie de vivre. Donc il y a un vrai sujet d'être un peu participant-centrique aujourd'hui. Donc on va attendre, en tout cas le participant va attendre beaucoup plus de personnalisation et de sur-mesure. Donc c'est là où il faut intégrer vos messages, vos contraintes, votre ROI, mais penser à sa place, qu'est-ce qu'il va vivre lui derrière. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi un rapport au temps qui a un petit peu évolué depuis le post-Covid. Et la valeur du temps est devenue centrale, d'autant plus pour les événements présentiels. Aujourd'hui, le participant, il va évaluer la valeur du temps qu'il va investir dans un événement. Avant, on ne se posait pas cette question parce que c'était naturel de venir sur un événement. Donc, on se disait, voilà, il y a du transport, j'y vais, je participe et je rentre. Là, aujourd'hui, on se pose plus la question. Donc, si le participant, on lui demande d'investir son temps dans un événement, il faut qu'il ait du retour sur cet investissement de temps. Donc, il faut qu'il y ait de la valeur. Il faut qu'il y ait de la valeur à chaque moment de l'événement. C'est hyper important d'avoir cette idée-là en tête. Et enfin, bien évidemment, le retour du présentiel. Et dans un monde où on a beaucoup d'IA, et donc on commence à se méfier de tout, avec les deepfakes, on se méfie des vidéos, on se méfie de tout ce qu'on voit, le vrai moment véritable, authentique et vrai, c'est l'événement présentiel. Donc il y a une attente forte de ce point de vue-là. Je ne dis pas que l'événement digital n'est pas bien. C'est pas, pour moi, une bonne strate de com. Il y a du digital, il y a de l'hybride et il y a du présentiel. C'est hyper complémentaire, ça répond à des besoins côté message, ça répond à des besoins spécifiques et des attentes côté participant, mais il faut qu'il y ait un peu de tout. Et on s'en réjouit de retour de présentiel. Exactement. Après les années Covid. Merci beaucoup. Et justement, alors tu parlais beaucoup de point de vue collaborateur, de l'importance de l'expérience et du user-centric ou collaborateur-centric, on va dire. Oui. Selon toi, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui qu'ils n'attendaient peut-être pas il y a 5, 10 ans, dirons-nous? Si on s'en réfère effectivement à cette attente et cette habitude qu'on a de pouvoir choisir par nous-mêmes, je parlais tout à l'heure des plateformes Netflix et autres, c'est vraiment ça. Et donc, on va avoir, côté participant, donc collaborateur, un souhait de pouvoir faire du sur-mesure et de la personnalisation. J'ai envie de pouvoir choisir dans mon événement ce qui me concerne vraiment. Et donc, il y a un intérêt pour vous, organisateurs, de se poser la question, de se dire, OK, quels sont en fait mes différents participants? Est-ce que j'ai des RH? Est-ce que j'ai de la vente? Est-ce que j'ai du marketing? Est-ce que j'ai des équipes terrain? Parce qu'en fait, toutes ces personnes-là n'ont pas du tout les mêmes besoins, les mêmes attentes. Et donc, c'est hyper important de penser personnalisation des messages, personnalisation des parcours aussi sur l'événement. Le participant, le collaborateur a envie de pouvoir choisir, de se dire, tiens, il y a cet atelier qui m'intéresse plutôt qu'un autre. On est moins dans l'imposition d'un programme, on est moins dans cet effet de masse de dire, voilà, je réunis tout le monde en plénière, je les ai à disposition, je leur en dis un maximum. Non, en fait, on a envie qu'il y ait un peu plus de finesse dans le traitement et de se dire, je suis considéré, tiens, on me propose des sujets qui m'intéressent moi vraiment, et donc, je vais en tirer des choses beaucoup plus intéressantes professionnellement et dans mon quotidien. Ça, moi, je peux témoigner. En effet, c'est quelque chose qu'on a vraiment vécu ces dernières années sur les événements du top management où, en effet, on a fait des parcours à la carte, aussi bien sur des ateliers participatifs que sur des mini-conférences. Et en fait, le fait de pouvoir construire son parcours, effectivement, c'est très apprécié et c'est aussi une manière de mettre les gens en mouvement. Oui. Donc, ça crée une séquence beaucoup plus dynamique et la personnalisation est effectivement très appréciée. Et je pense qu'on aura du mal à revenir en arrière. Enfin, on sent qu'il y a une vraie appétence pour ça. C'est plus engageant. Ouais, plus. exactement. Beaucoup plus engageant. Ils repartent avec des choses qui les concernent vraiment, donc ils se sentent considérés et je pense qu'il y a un besoin de se sentir vraiment considéré. C'est ça. Et juste pour vous donner un petit exemple, vous avez sûrement entendu parler des Family Day. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui les organisent parce qu'il y a cette envie de présentiel, cette envie d'impliquer, d'engager le collaborateur. Et donc là, pour vous donner un exemple, l'Airbus Family Day, il y avait plus de 27 parcours de visite différents. Donc ça montre effectivement, donc nous on se dit de notre point de vue quelle complexité logistique, mais c'est hyper intéressant côté participant de se dire j'ai le choix de pouvoir vivre mon événement comme je le souhaite. Donc il faut avoir cette idée en tête. Deuxième chose, on vient de l'évoquer un petit peu, il y a un besoin de participation active. Ils ont envie de pouvoir co-construire et participer. Et en fait, ça, c'est lié au fait qu'on est toute la journée sur les réseaux sociaux, on commente, on like. Il n'y a pas de raison que sur un événement professionnel où on me demande en général en tant que collaborateur de participer, d'apporter ma pierre, là, je vais à l'attendre sur l'événement aussi.
Je veux pouvoir avoir de l'interactivité, je veux pouvoir poser des questions, j'ai envie qu'on m'y réponde, j'ai envie d'être impliqué, de co-construire le contenu. Donc ça, c'est une des clés aussi, de se dire, OK, à quel moment on les fait participer et à quel moment ils sont intégrés dans la prise en compte des messages et plus dans le discours complètement descendant. Ça, on arrête globalement. Autre point, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'authenticité. Le présentiel, c'est le moment de la rencontre. Et on a un besoin d'authenticité et d'alignement entre ce qui est dit sur scène et ce qui est vécu par le participant. Si on parle d'échange, de participation, d'intégration des équipes, il faut que le jour J, ils sentent qu'ils aient la parole, qu'ils puissent participer. Donc c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je défends comme message, qu'est-ce que je partage? Est-ce que lors de mon événement, dans ce que je vais leur proposer de vivre, c'est en cohérence avec ce qui est partagé? Parce qu'aujourd'hui, on a ce filtre-là, qui est de dire, il faut qu'il y ait de la cohérence complète entre ce que je partage et ce qui est vécu concrètement lors de l'événement. D'ailleurs, je vois Julie qui disait cohérent comme adjectif pour qualifier un événement impactant. Donc, tout à fait. C'est ça, il faut que tout ça soit clair, aligné. Et c'est vrai que du moment où ils reçoivent l'invitation jusqu'à ce qu'ils partent, et même en post-event, on va en parler, le fil de la prise de parole et le lien qu'on va faire, tout doit être cohérent, très clairement. Et enfin, un dernier point, c'est la question du bien-être. On sait qu'il y a des sujets RSE qui sont très forts, mais ça doit se ressentir aussi dans le programme de l'événement, à travers la prise en compte potentiellement de pauses un peu détente et autres, mais surtout de temps. On a un peu la tendance à se dire, OK, je les ai une journée, il faut que je leur en dise un maximum, donc on va travailler. En fait, je pense que le collaborateur, il a aussi besoin d'avoir du temps, d'avoir de l'échange. On parlera tout à l'heure de networking, mais c'est important d'avoir ça en tête quand on va concevoir le programme. On veut intégrer le bien-être et quand c'est bien fait et quand c'est aligné, ça marche. J'avais envie de vous partager cet exemple, c'est le réveil musculaire Carglass. Donc en fait, Carglass s'est dit, on a envie d'accompagner les collaborateurs dans leur bien-être physique, dans leur journée de travail. Et donc ils ont vraiment mis en scène le lancement de ce réveil musculaire. Donc c'est quelques minutes, ils doivent le faire tous les jours. Ils ont fait venir Thibaut Inchep pour faire la vidéo. Ils ont fait un grand événement de lancement avec plus de 2000 collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est un vrai rituel qui est ancré dans le quotidien. Et le point positif, c'est effectivement, ils se sont aperçus qu'il y avait une baisse de 42% des accidents liés aux conditions de travail suite à la mise en place de ce réveil musculaire. Donc c'est quelque chose qu'on fait aussi chez Veolia. Sur le terrain, je sais que les équipes font ça aussi. Alors, on n'a pas Thibaut InShape, personnellement, mais donc c'est les managers de terrain qui font leurs exercices le matin, mais c'est aussi quelque chose, en effet, qui est poussé par la santé sécu chez nous. Mais c'est intéressant de voir à quel moment l'événement peut s'intégrer et donner vie, en fait, à des vraies valeurs et à du contenu pertinent par rapport à ce que vous avez besoin de partager dans vos messages et dans votre quotidien. Merci déjà pour ce premier temps où on pose les enjeux. Alors du coup, là, on a envie de passer un peu dans le concret, Agathe, de se dire, est-ce qu'il y a des leviers qui fonctionnent particulièrement et qui font la différence? Il y en a. Il y en a, je vais vous en livrer 3. Le premier, c'est effectivement le design de l'attention et pas le design du contenu. Ça, c'est un vrai challenge pour tous ceux qui conçoivent des événements internes. C'est de se poser la question, de comprendre ce qui va se passer côté participant, côté collaborateur, de se dire, OK, je les ai, j'ai des messages à faire passer, mais le principe, c'est pas de vouloir tout dire d'un coup. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus l'événement one-shot. Mon événement, il va venir s'intégrer dans plein d'axes de communication, plein de moyens. Donc, je vais pouvoir faire du mailing, je vais pouvoir faire de la vidéo, je vais pouvoir faire du webinaire. En fait, les messages, je vais les étirer dans le temps. Donc, je n'ai pas besoin de tout dire le jour J. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire, OK, je définis 2, 3 messages vraiment forts, vraiment clés, et comment je vais les faire vivre. Parce que le principe, c'est de se dire, sur une plénière qui va durer 2 heures, j'ai plus 20 minutes pour le DG, 30 minutes pour le RH. Il faut éviter de faire ça, idéalement. Ou de se dire, OK, j'ai 20 minutes pour le DG, mais je vais le séquencer. Je vais penser dynamisation. Donc ces 20 minutes, on va garder le même contenu, mais comment on va le faire vivre différemment? Est-ce que c'est une première prise de parole, face caméra, seul en scène 5 minutes? Ensuite, on va faire venir le journaliste, ils vont avoir un échange. Ensuite, il va peut-être y avoir une petite capsule vidéo où il va être filmé dans son bureau, il va échanger avec des collaborateurs. On va imaginer des séquences. Alors, bien évidemment, c'est un travail qui est plus lourd, puisque ça veut dire que sur une plénière de 2 heures, on va avoir, moi ce que je conseille, c'est une séquence toutes les 10 minutes. Donc vous voyez que ça demande beaucoup de travail.
Mais derrière, on sait que la courbe de l'attention, c'est 20 minutes grand maximum. Et plus ça va, moins ça va. Donc, on a cette nécessité de penser, attention, comment je fais pour passer mon message sur différents formats pour que derrière, ça soit mémorisé. On parle d'événements mémorables, ça fait partie, les messages doivent être intégrés et il faut le faire de la bonne manière. Ça, c'est le premier levier qui est intéressant à retenir. Ensuite, il y a aussi la manière de faire passer les informations. Donc là, on vient de parler de format, de séquence. Il y a aussi la manière dont on va raconter l'histoire. En fait, vous le savez, notre cerveau fonctionne beaucoup mieux quand on nous raconte une histoire, quand on nous prend à l'ouverture de la plénière et qu'on nous raconte quelque chose, qu'on nous raconte d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va, pourquoi on va y aller. Il y a effectivement l'histoire du héros, les problèmes qu'il va rencontrer. Donc on a besoin de raconter des histoires. Donc pensez votre contenu avec de la narration plutôt que de l'information. On n'est pas forcément là pour lister des messages, mais pour faire vivre une histoire à notre participant. Et ça peut se faire assez facilement aujourd'hui. On peut être accompagné, bien évidemment. Il y a des concepteurs-rédacteurs qui font ça très bien. On peut se faire aider par l'IA. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour essayer de rentrer un petit peu plus de storytelling et rendre ça plus vivant. Et on aura un meilleur suivi au niveau des participants qui vont écouter nos messages et Ça, je peux témoigner là-dessus parce que c'est vrai que je pense qu'on en est tous conscients en tant que communicants. La narration, elle est clé. Vous racontez la même chose de façon complètement différente. Ça va impacter de façon extrêmement variée aussi les participants. Il y a un format que nous, on aime beaucoup, qu'on pratique pas mal chez Veolia, qui s'appelle le Live Magazine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est pareil, c'est des équipes aussi qui nous accompagnent pour construire ce genre de format. Je vous invite d'ailleurs à aller voir un Live Magazine en vrai parce que c'est un format ouvert au public. Mais c'est des gens qui viennent sur scène, qui sont seuls en scène en général et qui vous racontent une histoire pendant 10, 15, 20 minutes. C'est extrêmement puissant et nous, c'est par exemple sur nos events top management, du top management, on a déjà fait appel aux équipes de Live Magazine qui nous ont aidés justement à raconter une histoire avec nos messages clés, avec notre narratif, etc., mais de façon très storytellée. Oui. Et l'impact, il est absolument incroyable, ça donne la chair de poule dans la salle. Donc vraiment, ce que dit là Agathe, je l'ai vécu et c'est vraiment, ça se vérifie sur le terrain. C'est un autre exercice d'écriture, c'est un autre exercice pour l'intervenant aussi. C'est un peu le format TEDx qui marche très bien. Ouais. Mais tout de suite, en fait, dans la perception des gens qui sont dans la salle, ça change complètement la totalité de ce qu'on perçoit. Le troisième levier que j'avais envie de vous partager, c'est la question du networking. En fait, cet événement présentiel, pourquoi il a d'autant plus d'importance aujourd'hui? C'est parce que c'est le moment de rencontre, c'est le moment physique où on se voit vraiment dans nos journées avec le travail à distance et autres. C'est le moment de rencontre. Et en fait, ces rencontres, quand on fait des études pour demander quelle est la motivation pour venir à un événement, les rencontres et le networking, c'est souvent un des 3 premiers piliers. Donc, ce temps de networking, il est important à mettre en scène. C'est pas juste de se dire j'ai prévu 1 heure de cocktail. Alors si vous avez des populations, des collaborateurs qui se connaissent et qui sont hyper contents de se retrouver, ça suffira largement, ça marche. Mais quand on a des enjeux de faire se rencontrer des populations qui se connaissent pas bien, l'organisateur, lui, doit prendre ça en main. Et ne doit pas juste dire on a mis un cocktail et ça va bien se passer. C'est plus de mettre en place des choses pour favoriser ces rencontres et ces mises en relation parce qu'il y a une vraie attente de ça. Moi, j'ai quelques exemples là-dessus. En effet, je te rejoins complètement sur le networking. Les gens, ils viennent pour voir leurs copains, concrètement, souvent. Qu'ils voient de moins en moins parce qu'ils font des visios. Exactement. Puis en plus, quand vous êtes sur un groupe international, ce qui est notre cas chez Veolia, évidemment, ils n'ont pas l'occasion de se voir tous les jours dans les mêmes locaux. Nous, on a des petites idées comme ça. On a mis des choses en place sur des événements top manager notamment. On a fait, par exemple, un petit système un peu des incollables pour, un peu en icebreaker le premier jour où ils avaient des petites questions à se poser les uns les autres autour d'une petite table. On alterne beaucoup entre cocktails debout et déjeuner placé. Oui. Donc les déjeuners placés, on force les plans de table, un peu comme un mariage, c'est-à-dire que du coup on place les gens, enfin alors pas sur la table, mais en tout cas on rassemble les gens, 10 personnes autour d'une même table qui ne se connaissent pas, enfin voilà, on a des critères, etc., de géographie différente, voilà, donc ça oblige aussi entre guillemets la rencontre et les gens adorent. On a des systèmes aussi où on leur a dit, voilà, on va vous matcher avec un collaborateur, un participant, vous devez le retrouver pendant l'événement, pendant ces 2 jours, vous devez lui faire un petit selfie, le poster sur la plateforme et vous aurez un bon point, quoi. Et ça, en plus c'est gamifié, etc., ils sont hyper contents. Donc voilà, c'est des petites choses qui permettent le networking justement, et je te rejoins complètement sur ça peut s'organiser de façon très très simple. Oui. C'est pas hyper compliqué pour les organisateurs, mais voilà, je vous donne des petits tips et des petites choses qu'on a nous pratiquées et qui pour le coup ont bien fonctionné. Non, mais c'est juste se poser les bonnes questions, c'est-à-dire de shifter de quel message j'ai besoin de faire passer, quel ROI j'ai besoin d'attendre, parce que bien évidemment ça fait partie des attendus, mais se poser la question
de mon collaborateur, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il a envie de vivre à cet événement et comment je vais l'accompagner dans ce sens-là. Parce qu'en fait, au final, les messages et le ROI, ça marchera d'autant mieux que si l'expérience globale a été pensée, si on répond à ses attentes, très clairement. Alors du coup, on a commencé à parler d'exemples. C'est le moment, Agathe, de nous parler d'exemples concrets et un peu innovants qui fonctionnent et que tu peux nous partager. Oui, le principe au niveau des formats, parce que je trouve que les formats sont intéressants, parce que ça répond. L'intérêt du format, c'est que ça va répondre à n'importe quel budget. Tout à l'heure, on a cité Airbus, effectivement, énorme budget. L'idée, c'est que quelle que soit la taille de l'événement et quel que soit le budget que j'ai, je peux imaginer des formats un peu différents. Et le principe, c'est de se dire, je vais passer d'une logique de transfert d'informations à une logique d'intelligence collective activée. On a cette richesse dans l'ensemble de nos collaborateurs de connaissances et on a besoin de les mettre en commun. Donc le premier exemple que j'avais envie de vous citer, c'était le World Café. Alors c'est pas ultra nouveau, mais ça marche d'autant plus aujourd'hui qu'on a besoin de mettre en commun, de se rencontrer et d'échanger. Donc le principe du World Café, c'est que j'ai à chaque fois une table sur une thématique, un hôte de table qui reste à la table et en fait à chaque fois on lui fait venir des collaborateurs différents avec qui il va échanger sur une problématique spécifique. Et ensuite, toutes les 20 minutes, on tourne de table. Donc en fait, on expose la problématique à une grande majorité des collaborateurs. Et comme ça, on arrive à réunir un peu les feedbacks de tout le monde pour derrière sortir un livrable. Donc il y a une mise en commun des perceptions, des problématiques pour essayer ensemble de trouver des solutions. C'est dynamique parce qu'en fait, on a des temps qui sont limités. J'ai 20 minutes pour partager mon ressenti sur ce sujet-là. Et derrière, on met en commun. Donc, on arrive comme ça à débloquer pas mal de sujets. Et ça permet d'être en mouvement, puisque c'est ce qu'on demande aussi. Chacun veut apporter sa brique, participer. Donc, le World Café, ça marche bien. Autre exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Brain Dates. Ça marche énormément aux États-Unis. Le Brain Date, le principe, c'est de mettre en commun les connaissances de l'ensemble des collaborateurs. Donc, ce n'est pas d'aller chercher des intervenants extérieurs, mais de se dire, en fait, on va mettre en commun parce qu'on a tous des problématiques qui se recoupent. Dès qu'on a un peu des équipes internationales, des sujets un peu clés, on va s'apercevoir que dans les différents services, il y a des problématiques communes et peut-être que il y a telle personne qui a une problématique et en fait, dans l'ensemble des participants, il y en a d'autres qui ont déjà eu ce problème et qui l'ont réglé. Et le Brain Date, c'est mettre en commun des problématiques, des attentes et les faire matcher pour qu'ils se rencontrent. Et en fait, l'intervenant, ça devient quelqu'un, un collaborateur qui a résolu cette problématique et qui est là pour partager un peu ce qu'il a vécu. Donc, il y a un vrai échange qui se crée. On met en relation les équipes sur des sujets clés. Et donc, comme ça, on co-crée ensemble des réponses. On a des feedbacks personnalisés qui jouent dans notre entreprise, donc avec tous les mêmes contraintes. Et c'est assez riche comme ça de pouvoir créer des conversations à l'intérieur de nos événements qui vont être utiles à tous. Donc, on ouvre la porte à la co-construction grâce à la richesse qu'on a en interne avec les collaborateurs. On a aussi un autre format qui marche bien, c'est le Ask Me Anything. Alors là, ça demande de le préparer un petit peu. Mais l'idée, c'est de mettre un dirigeant ou un codir pendant un temps en contact avec les équipes et de se dire, on ouvre un peu sur les formats de questions sur Instagram avec, on ouvre la possibilité, on prend un temps pour répondre à tes questions. Là, on le fait un peu de manière authentique, un peu sans filtre. On se met ensemble dans une salle et on échange. Donc ça crée de l'authenticité, ça crée du lien, ça crée de la confiance et aujourd'hui on en a énormément besoin. Donc c'est un format qui est à retenir et à tester. On a fait ça par exemple sur un mode speed dating avec le CODIR. Sur des événements aussi top manager, c'est un peu le même principe. Notre CEO, en l'occurrence, fait un Ask Me sur LinkedIn. Alors là, c'est pour de l'externe. Mais donc, elle répond aux questions des gens qui sont connectés. Et nous, on a fait en effet sur le CODIR un peu en speed dating où ça tourne comme ça. Et ça marche bien parce qu'en effet, les gens sont exposés à des gens à qui ils n'ont pas forcément tout le temps, ils n'ont pas de connexion directe forcément tous les jours. Et on libère un peu la parole. Et voilà, on peut le structurer, on peut l'organiser. Il ne faut pas avoir peur que ça parte dans tous les sens. Mais c'est un format qui marche bien, ouais. Oui, ça aplanit un peu le lien et c'est important. Et enfin, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de penser à une strate de com avec différents formats. On a aussi un sujet de récurrence de prise de parole. Et en fait, je pense qu'il y a certains sujets qui n'ont pas besoin d'être traités d'une manière globale sur un gros événement, mais plutôt de se dire, sur ce sujet-là, on a besoin de régularité, on a besoin de prendre la parole plusieurs fois. Et donc, on a pas mal aujourd'hui de formats qui se rapprochent d'émissions de télé ou de podcasts et qui permettent comme ça, dans le quotidien d'un collaborateur, d'avoir des points de rendez-vous. Donc, on crée tous les mois, 2 fois par mois, toutes les semaines, un petit temps de rencontre. Donc là, je vous ai mis un exemple de la Caisse d'épargne de France qui a créé
un journal télévisé, donc qui était diffusé, une émission un peu tous les 2 mois. Et donc, sur une année, ils ont traité plus de 85 sujets. Donc, ça leur permettait comme ça d'avoir un format qui soit récurrent, qui leur permette sur le temps long de partager les messages, pour les collaborateurs de le regarder en live ou en replay. Donc ça répondait à la problématique du collaborateur qui se dit c'est intéressant mais j'ai pas forcément le temps. Donc on offre comme ça des possibilités. Et j'avais vu aussi un autre exemple, ça s'appelait 12h12. Donc en fait, ils faisaient une petite émission de radio qui durait 12 minutes et qui était tous les jours à 12h12. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer et qui peuvent permettre derrière de créer du lien et d'avoir des formats qui changent un peu de l'ordinaire. Nous, on le fait ça à la RATP pour la cible encadrement. On fait des Tout comprendre sur, qui est une émission voilà, un peu comme on est ici aujourd'hui avec des intervenants internes. Et c'est une manière de décrypter en fait, des sujets. Donc on l'intègre dans nos plans de communication et ça permet voilà, de traiter des sujets transversaux avec des témoignages, des pairs, parfois un membre du COMEX ou un directeur qui vient parler de la stratégie. Et c'est vrai que c'est très apprécié parce que voilà, c'est un temps précis, on se connecte, on écoute, voilà, et on a l'occasion d'entendre des gens qu'on ne croise pas tous les jours et ça marche bien. Et on a aussi la possibilité quelque part de pouvoir le consommer de le voir quand en replay. on souhaite. Et en donc plus le voir en replay, absolument. On l'écoute dans les le transports. replay fonctionne de mieux en mieux. Ouais, voilà. En effet, c'est plutôt des formats qu'on veut pour nourrir la communauté managériale ou autre. Je réagis à la remarque de Brigitte. Brigitte, en effet, je suis assez d'accord avec vous, mais les formats qu'on vous a présentés, la Brain Date, World Café, etc., c'est des choses qui peuvent s'intégrer au sein des événements. Nous, typiquement, le World Café, on l'a déjà fait sur des formats d'ateliers avec du top management ou avec d'autres cibles. Donc voilà, c'est aussi des choses qui peuvent être intégrées. Ça peut être side d'un événement, mais ça peut aussi faire partie d'un événement en format d'atelier, par exemple. Tout à fait, exactement. Alors, je vois que le temps file, donc on va passer à la prochaine question. On va passer à la prochaine question. Ouais, du coup, il faut qu'on conclue. Peut-être sur ce qu'il faudrait arrêter aujourd'hui de faire. Alors, qu'il ne faut plus faire du tout. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Ce que je vous recommande de ne plus faire. On l'a dit, à retenir, la plénière descendante de 2 heures, voire 4 parfois, sans interactivité, ça on oublie. On séquence au maximum, on met de l'interactivité, on intègre les collaborateurs qui deviennent co-créateurs du contenu. On prend en compte leur vision, leur message, leur perception. Ça, c'est un premier point hyper important. On pense à les intégrer et on séquence. Deuxième point, il y a un besoin de logique et d'authenticité. Donc le grand thème, osons ensemble, ça marche, mais il faut vraiment qu'effectivement, le jour J, ça se ressente. On le perçoive, on le comprenne, on le décline. C'est un fil rouge, mais il faut qu'il ait une réalité qui soit ancrée dans le concret. Donc c'est très important de redescendre dans l'expérience du participant. Si on s'appelle « Osons ensemble », qu'est-ce que ça veut dire dans l'expérience qu'on propose? Il faut que ça se retrouve. Troisième point, l'événement sans suite. Le fameux, la concentration maximum sur le jour J, c'est normal, nous on gère les messages, la logistique, on se concentre beaucoup sur le jour J, mais notre événement, il s'intègre dans un temps long, on va en parler avant, pendant, après l'événement. Donc ne pensons pas qu'une fois que l'événement est fini à 18h, ça s'arrête. Il faut qu'il se passe des choses derrière. On vous en dira plus tout à l'heure. Tout à fait, il y a plein de choses à imaginer derrière. Et enfin, la perfection c'est bien, mais aujourd'hui on va préférer un événement qui est plus authentique, où il y a un petit peu peut-être d'improvisation, où voilà, le dirigeant, les équipes vont prendre la parole de manière beaucoup plus naturelle, moins peut-être structurée, moins scénarisée, moins grandiloquent, parce qu'on va chercher ça. On va chercher le lien humain. Le lien humain, c'est ce qui est de plus important aujourd'hui, d'autant plus dans l'événementiel. Donc ayons ça en tête. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Beaucoup. Je réagis rapidement sur une question de Stéphanie. Je suis d'accord. Là, on a beaucoup parlé de top manager. C'est un exemple parmi d'autres. Sur les tout collaborateurs, on aura le plaisir d'avoir avec nous Héloïse par la suite, qui est donc adhérente et qui va nous partager justement un événement qu'elle a fait pour tous les collaborateurs. Donc, je tease un peu la suite, mais ce sera. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors, pour conclure cette séquence avec Agathe, on va parler. Notre dernier point, c'est l'IA. On l'a évoqué tout à l'heure. Agathe, vous manipulez l'IA et vous formez même sur l'IA et les événements. Tout à fait. Et donc, il y a l'occasion maintenant d'avoir d'autres outils et d'autres manières de travailler en amont, mais aussi pendant et après, pour en tirer le meilleur parti. On va se dire en 3 minutes, qu'est-ce qu'on a comme outil concret que tu recommandes, Agathe? Des outils, en fait, il y en a plein. Et les outils qui sont imposés en général par les entreprises.
Le sujet, c'est pas vraiment l'outil. C'est Le quand sujet, c'est la manière dont on va l'utiliser. Ça va être les cas d'usage que vous allez avoir et qui sont adaptés à l'événementiel et à la communication. Ça va être effectivement la manière dont vous allez prompter, la méthode que vous allez utiliser. Donc ça, c'est vraiment la nécessité d'apprendre comment fonctionne l'IA pour bien l'utiliser. Et sur les cas d'usage, je crois qu'on va en On va reparler en parler juste juste après. après, exactement. Bah, merci beaucoup pour De cet rien, échange je très reste riche. avec vous. Et on prendra vos questions s'il y en a. Alors, on en est où? Je suis perdue dans mon script. On en est là. Donc, on passe à la séquence comment construire un événement. Donc, effectivement, la préparation concrète. Donc, moi, j'avais envie de vous parler du brief parce que c'est vrai que le brief, on en fait beaucoup sur tous les autres sujets. Mais le brief dans un événement, c'est tout aussi important. Et donc, il y a des étapes qu'il ne faut vraiment pas oublier, des choses qu'il faut valider avant de démarrer, des choses qu'il faut vraiment calibrer. Donc, vous avez la liste là. Un événement, ça se prépare avec un contexte. Le contexte de l'événement, c'est le contexte de l'entreprise, du moment où on est, de l'équipe pour qui on va le faire et de son commanditaire. Donc ça, c'est très important d'avoir le contexte, le moment où on le fait et les enjeux qu'on veut y trouver. Et ça se définit avec son client interne très précisément pour être sûr qu'on est tous alignés sur ces enjeux. Les objectifs, évidemment. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est une célébration? Est-ce que c'est un kick-off? Est-ce que c'est une étape transformative? Est-ce que c'est la fin d'un projet qu'on célèbre? Est-ce que c'est un nouveau dirigeant qui arrive? Il y a des objectifs très différents en fonction de ça. Et ça aussi, c'est très important de se le dire et d'être fixé sur un certain objectif, de ne pas en avoir 15. De parfois, comme le disait Agathe tout à l'heure, renoncer à certains sujets, se dire qu'on les traitera à un autre moment. C'est vrai que parfois, quand on a un événement par an sur certaines cibles, on se dit il faut tout faire rentrer. Ça, il faut arrêter. Donc ça, c'est vraiment pareil, le partager, se le dire. Le fil rouge, c'est aussi, ça fait écho à ce que tu disais, Agathe, sur l'histoire. On est des raconteurs d'histoire quand on fait de la communication. On est dans le narratif, on est dans le storytelling. Et c'est vrai qu'un événement aussi, ça doit avoir un fil rouge pour raconter quelque chose et embarquer son auditoire. La tonalité également, on n'a pas la même tonalité en fonction de qui intervient, du contexte dans lequel on se trouve, que ça soit économique, social, international pour certaines entreprises ou pas d'ailleurs. On peut avoir des petites équipes qui sont dans des situations particulières et on fait un événement d'ailleurs pour répondre à cette période. Donc la tonalité, elle doit être vraiment en accord avec ça. Elle doit être raccord avec la culture. Ça, c'est un truc qu'on trouve, je trouve que c'est un élément qu'on doit avoir dans tous ces étapes de préparation. Il y a des entreprises, il y a une culture particulière et parfois, c'est bien de proposer des choses innovantes et un peu disruptives, mais il faut faire attention. Il y a des choses qui ne passent pas du tout à certains endroits et dans certains collectifs. Ça nous amène évidemment à la cible. La cible, elle est parfois très diverse, donc il faut aussi se dire que on ne peut pas cibler une seule partie de l'auditoire et en négliger l'autre. Il faut aussi s'adapter. On a des entreprises qui bougent, qui se transforment, parfois qui grandissent ou qui ont des périodes plus difficiles. Donc ça, la cible, c'est très important. Il y a des cibles principales de l'événement, mais il peut aussi y avoir des cibles secondaires. Ça, c'est effectivement le cascading managérial quand on s'adresse à parfois uniquement au management. On sait que l'événement, pour avoir de l'impact, il faut ensuite que les personnes qui ont participé à cet événement partent avec quelque chose. Donc ça, on en parlera aussi après. Mais c'est très important d'imaginer la suite et de dire ils ont vécu une expérience qui est unique parce qu'ils étaient là, mais comment ils vont le raconter et comment ils vont le cascader après à leurs équipes. Le rétro-planning, ça, c'est quand même un peu le quotidien du communicant. On passe notre vie à faire des rétro-plannings. Mais là aussi, dans l'événement, qu'est-ce que c'est important de partir avec un rétro-planning précis, de ne pas s'engager sur des choses qui sont infaisables, de ne pas subir. Alors, c'est vrai que parfois, on subit des plannings fous, mais on est très contraint. Donc, après, la contrainte, on va le voir aussi tout à l'heure avec un des témoignages, peut naître beaucoup de créativité. Mais c'est vrai que c'est très important de partager ça avec son équipe, avec son commanditaire, avec ces intervenants qui sont parfois très sollicités dans des périodes où ils ont autre chose à faire. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis finalement, le résultat attendu, ça va aussi avec les objectifs et les enjeux. C'est quelque chose qu'on définit au démarrage. Qu'est-ce qu'on attend de cet événement? Pourquoi on le fait? Et avec quoi on va repartir. Voilà. Le petit bonus dont je voulais vous parler, c'est les alliés. Nous, c'est quelque chose qu'on a pratiqué ces derniers temps sur certains événements. C'est-à-dire se dire, j'ai une équipe, j'ai un commanditaire, j'ai des intervenants. Évidemment, ils sont impliqués, ils sont partie prenante de cet événement. Mais comment je vais chercher des alliés? Alors, parfois, ce sont les intervenants, mais parfois, ça peut être aussi
des personnes qui sont dans la cible. Nous, on a par exemple pour 2-3 événements pris un panel représentatif d'une dizaine de personnes qui représentaient en fait par leur métier, leur niveau hiérarchique, etc., le groupe qu'on allait réunir au cœur de cet événement. Et en fait, on teste avec eux. Donc, c'est un peu un groupe miroir. Alors, ça peut être très informel, juste pour, voilà, au fur et à mesure, au moment du brief, au démarrage, au moment de la proposition du lieu, des animations et de ce qu'on va mettre en place. C'est tester avec eux ce qui leur paraît pertinent. Donc, c'est très intéressant parce que parfois, ils vous disent « ça, on en a marre, ça fait 3 fois qu'on a l'intervenant sportif qui nous parle de management, par exemple. Bon, c'était très pertinent il y a quelques temps, mais là, on voudrait passer à autre chose, ou alors ça c'est quelque chose qu'on entend peu, et donc nous c'est aussi du feedback sur ce qu'on a l'impression d'avoir communiqué en amont quand on l'intègre dans une stratégie, et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de se rassurer et de mettre des petits points, et aussi quand on discute avec son commanditaire ou son client interne, de lui dire voilà, justement on a ce petit groupe miroir qui nous aide à travailler, et je trouve que c'est très intéressant et très pertinent quand on avance sur des événements importants. Je te rejoins à 1000%. On a aussi testé et ça fonctionne très bien, en effet, ce panel représentatif. Alors, du coup, on s'est intéressé au brief, qui est capital avant de commencer tout événement. Et en amont de tout événement, évidemment, vous allez vous attaquer à travailler le fond, mais aussi la forme. Alors, sur le fond, qui est le cœur du réacteur, on va dire, sur la partie thématique, je vais être assez rapide, thématique contenu. Je ne vais pas rappeler ce que disait Agathe, évidemment. Attention au thème incantatoire, des choses un petit peu génériques. Faites vraiment avec votre ADN, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez passer comme message, l'authenticité, on en parle toujours. Donc ça, c'est hyper important pour déterminer votre thématique et vos contenus. Évidemment, ils sont à déterminer en fonction des objectifs et du résultat attendu, transformant ou pas. Enfin, voilà, ça, évidemment, je vous apprends rien. Et pour moi aussi, la partie thématique et contenu, c'est une responsabilité partagée. Vraiment, ça, je l'ai pratiqué. C'est pas que à la com de produire les contenus, et je vais vous en parler juste après avec les speakers. Oui, on est là, on est des experts, on va savoir storyteller, arranger, mettre des mots, etc., mettre une forme à ce que les participants, enfin, ce que les speakers vont vouloir partager comme message. Mais c'est eux les experts. Donc sur les speakers, notamment, ils peuvent être évidemment internes ou externes. Nous, c'est vrai qu'on aime bien quand même avoir aussi, être pas trop auto-centré, avoir aussi quand même un peu des speakers externes qui peuvent être inspirants ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'important pour varier aussi la dynamique d'un événement, etc. Tu parlais de format, mais je pense que les speakers sont importants aussi à varier. Et donc, ce que je vous disais sur les speakers, c'est eux les experts, c'est eux qui connaissent votre business, vos sujets, etc. Et donc, pour moi, il faut les impliquer très en amont. Il faut pas qu'ils se réveillent 10 jours avant en disant « Ah, au fait, qu'est-ce que je vais dire pendant la plénière ?» C'est souvent le cas et on fait comme on peut, j'en suis bien consciente. Mais dans la mesure du possible, les impliquer, parce que quand vous les impliquez en amont et que vous ne faites pas forcément à leur place, ils vont être beaucoup plus engagés, beaucoup plus convaincus et donc beaucoup plus convaincants sur scène, que ce soit en format restreint d'atelier ou en format plénière. Donc ça, pour moi, c'est clé. Notre rôle en tant que communicant, en tout cas comment moi je le vois, on est là pour structurer, pour accompagner. On va évidemment pouvoir coacher les intervenants, les speakers. On est là pour aligner, pour conseiller, mais on n'est pas là pour faire à la place d'eux. Donc vraiment, nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de pratiquer, c'est de leur faire écrire des premières... Enfin, voilà, que eux nous partagent leur contenu. Nous, on va les aider. Tu devrais le dire plutôt comme ci, comme ça. Mais il ne faut pas faire à la place. Donc attention à tout écrire, tout drafter pour l'intégralité des speakers. Et je vous assure que ça va vous alléger de la charge mentale et aussi du temps. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne qui est pratiqué et qui est vraiment utile. Sur la partie agenda, évidemment c'est clé, tu le disais Agathe, sur le rythme, il est très très important, pensez rythme dès le départ, bien en amont de votre événement. Laissez des temps de pause suffisamment longs, ça c'est clé aussi. 10 minutes pour aller faire pipi, c'est pas suffisant. Et pour prendre un café, et pour parler avec ses copains, et pour débriefer de ce qui vient de se passer. Voilà, donc les temps de pause ils sont clés. Moi je recommande personnellement à minima 30 minutes, ça dépend évidemment de si vous faites un événement digital en présentiel, du temps que vous avez, etc. Mais voilà, varier les formats, plénière, interaction, atelier, networking, team building, vous avez plein d'options, on en a cité quelques-uns, mais voilà, important de varier ces formats-là. Donc ça, c'est pour la partie fond. Sur la partie forme, alors, le lieu. C'est assez clé. Anticiper la réservation au maximum, ça dépend où vous êtes en termes de géographie, mais évidemment, il y a des lieux qui sont plus demandés que d'autres, ça va dépendre du nombre de personnes que vous avez aussi. Évidemment, il y a des contraintes. Si vous êtes 1000, vous n'allez pas pouvoir aller n'importe où. Si vous êtes 40, ça ne va pas être la même contrainte. Mais voilà, anticiper.
Je pense que c'est important aussi de bien calibrer par rapport à ce que vous imaginez comme agenda et comme format. Donc calibrez votre lieu en fonction. Essayez d'avoir déjà un peu en tête ce que vous avez envie de faire en amont pour pouvoir choisir un lieu adéquat. Si vous avez que des plénières et qu'il vous faut qu'un amphi, c'est fine. Si vous avez besoin de petites sous-plénières avec 30 salles différentes, évidemment, vous n'allez pas pouvoir aller n'importe où. Alors on va le voir juste après, des fois de la contrainte naît l'opportunité. On aura un témoignage notamment de Karine de SNCF Voyageurs qui sera assez intéressant là-dessus, mais voilà, dans la mesure du possible, essayez de faire matcher les deux. Pour moi aussi, ce qui est très important, et je l'ai vécu personnellement, choisissez un lieu qui fait sens. Pas juste un lieu un peu lambda, un grand lieu de convention, si vous n'avez pas le choix évidemment vous le faites, mais le lieu qui a un message en soi, c'est quelque chose de très puissant, de très fort que vont vraiment apprécier les collaborateurs. Et quand vous choisissez un lieu qui fait sens, vous tirez parti de ce lieu. C'est pas juste un décor, c'est pas juste on est là, on pose nos fesses quelque part, on va faire un cocktail, etc. Non, typiquement je vous donne des exemples, on a fait récemment un événement au 104, on est voisins donc c'est facile pour nous, et ben on a fait des interventions de danse pour ouvrir une plénière pendant la journée. Ça a énormément plu, même sur des publics qui ne sont pas forcément, au départ, on se dit hyper réceptifs à ce genre de format. Quand on a été aussi au Stade de France, on a eu la chance de faire un événement au Stade de France, on a aussi tiré parti du lieu en faisant une thématique autour du sport, autour du collectif. C'est assez facile dans ce cas-là de tirer le fil. Mais voilà, juste pour vous dire que le lieu, il n'est pas juste là en tant que lieu, il est aussi là pour dire quelque chose sur votre événement. Donc ça, je pense que c'est important. Sur le format, choisissez distanciel, présentiel, hybride, ça dépend évidemment de vos contraintes et de ce dont vous avez besoin. Ce ne sont pas les mêmes contraintes, notamment techniques. Le distanciel est aussi possible, même avec pas que du descendant, je pense. On peut faire aussi des sous-groupes en distanciel, etc. Oui. C'est faisable. Moi, je l'ai pratiqué notamment pendant le Covid. Donc ça, ne vous dites pas qu'on va faire un truc très descendant, très, très chiant. Par contre, évidemment, sur le distanciel, veillez à raccourcir un maximum parce qu'on sait que la tension, pour le coup, est vraiment moindre. Les gens vont se mettre en caméra cachée, etc. Donc voilà. Important aussi d'y penser. Sur la logistique, ça évidemment c'est à vous de voir. Est-ce que vous prenez en charge le transport, l'hébergement, les repas, etc. Les repas, extrêmement important. C'est la première chose. Si c'est négatif, si ça s'est pas bien passé, que les gens vont retenir. Ça va être le premier feedback que vous allez avoir sur la bouffe était pas bonne. Donc ça vraiment, soyez très vigilants sur les repas, avec évidemment le budget dont vous disposez. Mais voilà, alternez peut-être repas debout, assis, si c'est un événement qui dure sur plusieurs jours. Est-ce qu'il y a des thématiques, les options de menu à prendre en compte avec tous les styles de régime alimentaire. Ça, c'est très important. Mettez des petits panneaux avec les allergènes, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est peut-être des choses un peu bateau, mais qui sont importantes à redire. Le budget abordé, évidemment, en amont, très important. En fonction de la fourchette, faites des grandes masses au départ pour calibrer. Évidemment, ça va bouger. Vous allez forcément dépasser votre budget. C'est souvent le cas de tout le monde, mais voilà. En tout cas, bordez-le bien dès le départ. Et la communication autour de l'événement, pour moi, c'est clé aussi. Il faut la penser en amont. Donc là, on est vraiment sur la partie amont. Il faut se fixer un calendrier avec, on envoie à telle date le save the date, on fait un reminder à telle date, on relance à telle date en fonction de qui a répondu, qui n'a pas répondu. Mais voilà, bien l'anticiper dans votre rétro-planning pour bien se le fixer. Choisissez une plateforme de diffusion aussi, si c'est un événement distanciel ou en tout cas si c'est un événement où vous avez besoin d'inscription à distance, etc. Choisissez la plateforme qui correspond à ce dont vous avez besoin avec des canaux en fonction des différentes cibles. Et répétez. Ne pas hésiter à répéter les consignes et les infos clés parce que vous vous êtes dit c'est bon, je l'ai mis dans un mail. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut le remettre 15, 20, 30 fois pour que les gens l'intègrent et renvoyer des mails avec des énormes trucs en caractères gras, rouges, colorés avec des paillettes. Là, ça fonctionne. Voilà un peu pour ce que j'avais à dire sur la partie amont. Élodie. Merci Charlotte. Il y a une question là dans le chat de Marilyn qui parle des autres collaborateurs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des cadres et qui dit parfois on a des populations très différentes qui sont mélangées ou pas. Après, je pense que de ce dont on parle là, ça s'applique à tous les événements, qu'ils soient petits ou grands. Alors évidemment, les contraintes ne sont pas les mêmes. On n'a pas forcément des prestataires. Parfois, on fait tout à la maison. On a une équipe intégrée. Parfois, on est tout seul. Donc voilà, effectivement, là, c'est un peu la variété des situations. Après, c'est vrai que quand on réunit des populations très différentes, ce qu'on disait tout à l'heure, l'enjeu, moi souvent, je trouve que l'enjeu, on est obligé de le redescendre parce qu'on ne peut pas adresser pour tout le monde, même si on fait des parcours personnalisés. Quand on a des personnes qui sont à des niveaux hiérarchiques, géographiques très différents, l'important parfois c'est juste se réunir et se retrouver. Donc c'est ça dont va nous parler Héloïse d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il faut adapter en fait, il faut adapter son ambition. Et c'est vrai que parfois quand on a un mélange très hétéroclite dans le public, il y a moins d'enjeux communs.
Donc il faut trouver l'enjeu commun, c'est à nouveau réfléchir à ce qui est pertinent et après trouver le meilleur dénominateur commun de la période. Mais c'est vrai que pour le reste, des consignes et des conseils s'appliquent à tout type de population. Voilà. Alors moi, quand on parlait d'impact, parce que forcément quand on parle d'impact, ça fait tilt dans ma tête et je me dis l'impact, il n'est pas que sur l'impact du souvenir et de la réussite de cet événement. Réussir un événement, c'est aussi réfléchir à l'impact RSE. C'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête. Alors c'est vrai qu'on y réfléchit de plus en plus et que moi je trouve que ça progresse, mais on est très challengé sur ces sujets. Donc là, je vous partage les ambitions du label LEED, qui est un label qui est vraiment très avancé, qui est très exigeant. Donc effectivement, c'est une référence. Moi, je pense qu'il faut plutôt le prendre comme quelque chose, comme un référent vers lequel on peut tendre et vers lequel on a envie d'aller. Donc ça vous donne quelques exemples, et vous pouvez aller le regarder en ligne, il est disponible. Après, si vous allez très loin dans ces exigences-là, parce qu'il y a certaines entreprises qui maintenant le font systématiquement, ou certaines agences, vous pouvez même vous faire accompagner pour labelliser vraiment votre événement. Donc là, ça demande de travailler très en amont, parce qu'il faut notamment sur la nourriture, les déplacements, les matériaux utilisés, etc. Mais c'est quand même très intéressant de le regarder, parce qu'il y a des choses qui sont assez simples en fait. On se rend compte que les engagements RSE, c'est évidemment les questions d'environnement. Donc il y a l'empreinte carbone, la réutilisation de ce que vous utilisez du décor. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont assez faciles à faire finalement quand on y réfléchit un peu en amont. Évidemment, il y a les histoires de déplacement. Bon, ça, quand on a un groupe international et qu'on doit se déplacer dans le monde, c'est comme ça. C'est plus compliqué, mais du coup, on peut travailler sur d'autres choses, notamment sur la nourriture. On peut avoir de la nourriture moins carnée, et ça, on peut l'expliquer, parce que l'idée, c'est pas de punir les participants, c'est aussi de leur dire pourquoi on le fait. Et nous, on l'a vu, quand on l'explique, c'est aussi un motif de fierté, d'engagement des salariés qui sont réunis ce jour-là. Il y a la question des goodies, qui est assez facile. Par exemple, nous, je vous donne un exemple. On a décidé de baisser drastiquement les goodies. Et par exemple, sur un événement, on a dit, normalement, on avait tant de centaines ou de milliers d'euros consacrés à des goodies. À la place, on a pris ce budget et on fait un don à une des associations de la Fondation. Et d'ailleurs, on vous propose de la choisir. Donc voilà, on les a impliqués dans ce choix-là. Après, c'est aussi s'assurer qu'il y a de l'équité dans les participants. C'est-à-dire que vous n'avez pas 25 mecs sur la scène et une fille qui vient à un moment dire bonjour. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une marge de progrès. Bon, parfois, on n'a pas le choix, mais on essaye d'y penser. C'est aussi aller vers des entreprises du secteur adapté pour la restauration, pour les hôtesses. C'est aussi ne pas avoir que des hôtesses, c'est avoir des hôtes aussi, parce qu'il n'y a pas que des filles qui font l'accueil. Enfin, voilà, des choses comme ça qui ne sont pas forcément très compliquées et qu'on peut commencer à faire monter. Et je vous assure que quand on commence à le faire, ça fonctionne, et que ça crée aussi de l'engagement dans son public quand on l'explique. Voilà. Mais le label LEED, il est hyper intéressant parce qu'il y a une marge de progression. Exactement. Donc on a la capacité, ils ont tout un ensemble de critères, et donc on peut comme ça regarder où est-ce qu'on commence, et puis au fur et à mesure vers où on peut aller. C'est intéressant dans la progression. Alors peut-être avant de conclure cette partie amont, pour toi Agathe, du coup sur l'IA, est-ce que tu voulais nous partager comment on utilise l'IA pour travailler sur un événement en amont? Exactement. Là, vous avez cité plein de cas d'usage potentiellement. Donc vous avez parlé du brief. Le brief, c'est hyper facile de pouvoir préparer son brief. À partir du moment où, là, vous reprenez la slide avec l'ensemble des choses qu'il faut mettre dedans, vous pouvez dire à votre IA, voilà, j'ai dans l'objectif de préparer tel événement, j'ai besoin que tu m'aides à rédiger mon brief, voilà les éléments que j'ai à mettre dedans. Pose-moi des questions pour m'aider à réunir l'ensemble des informations nécessaires, et à la fin, une fois qu'on a fait ça, on va formaliser son brief. Donc on a un brief qui est complet. L'IA va nous challenger aussi pour nous obliger à sortir des choses qui sont tellement évidentes pour nous que peut-être on ne va pas mettre, alors que pour nos prestataires ou autres, c'est hyper important de le formaliser. Donc on peut travailler sur du brief. On peut travailler la réflexion des parcours des différentes populations. Effectivement, en termes de communication, on va pouvoir se poser la question de se dire, est-ce que j'envoie la même invitation à tout le monde? Est-ce que je personnalise cette invitation? J'ai vu dans le chat tout à l'heure, on posait la question de dire quand j'ai des événements internationaux, 1, 2, 3 langues. Avant, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, dites-vous que les IA, quelles que soient celles que vous utilisez, sont ultra douées en langue. Donc, ça ne fait pas d'erreur. Donc, globalement, vous pouvez très facilement démultiplier votre communication avec différentes langues, démultiplier les formulaires d'inscription et autres pour vous adapter au maximum. Donc, on a une réflexion qui est plus personnalisée. Vous pouvez challenger aussi vos idées, brainstormer. On parlait de parcours sur mesure, ça peut être une bonne question à poser en disant voilà, j'ai tel type de cible, comment je peux faire pour m'adapter au mieux avec différentes typologies de collaborateurs qui sont là. Et je vais pouvoir effectivement
repenser tout ça, challenger. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, ce qui est intéressant, c'est de prendre des contenus que peut-être vous avez déjà fait et de les donner à l'IA et de dire, voilà, mon objectif, c'est utilise ton esprit critique et n'hésite pas à me dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment je peux améliorer, quels sont mes points d'amélioration et pouvoir comparer un peu comme ça et vous aider à avoir un regard, on va dire, extérieur sur ce que vous faites et quelque part un petit peu améliorer, en tout cas faire évoluer ce que vous proposez. Donc il y a énormément de cas d'usage à faire avant, très clairement. Super, merci beaucoup. Alors, du coup, nous, on voulait juste voilà, vous rappeler quelques mots-clés. Anticipation, clarté, alignement allié. Je pense qu'on voilà, c'était un peu une petite synthèse de cette première partie. Alors, on va passer au pendant. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'événement? Qu'est-ce qu'on fait pendant l'événement? Exactement. Alors, on a vu effectivement comment préparer. On va se concentrer sur la partie live. Ce qui compte vraiment pour les collaborateurs, ce qu'on a dit, c'est ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent et pas seulement ce qu'ils entendent. Vous connaissez le pourcentage, j'oublie à chaque fois, mais entre l'impact de votre discours et ce que vous donnez à voir, c'est quand même assez flippant à chaque fois. Donc, il faut se dire qu'il faut vraiment soigner l'expérience et l'émotion. Et donc, c'est là qu'on va accueillir Héloïse, qui nous fait la joie d'être avec nous, qui avait une matinée hyper serrée, mais qui s'est organisée pour être avec nous. Héloïse Beauboucher, qui est chargée de communication interne au sein de la Compagnie nationale du Rhône, et qui va nous parler d'un événement qu'elle a organisé et qu'elle va nous résumer avec les enjeux et l'impact qu'elle a pu en tirer. Tout collaborateur. Ouais, tout collaborateur, exactement. Bonjour Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien? On Tout à t'entend fait. très bien. Super. Eh bien, peut-être que tu peux te Super, présenter effectivement. Oui. et nous présenter Donc, je CNR. suis chargée de communication du coup interne depuis 5 ans chez CNR. CNR, on est producteur d'hydroélectricité, donc c'est-à-dire qu'on a 19 barrages sur le Rhône et on a 2 filiales qui, elles, sont spécialisées dans l'éolien et le photovoltaïque. Donc moi, je vais vous parler du premier raid CNR, donc on a organisé en octobre 2025 sur une base nautique au bord du Rhône, évidemment, puisque ça fait sens. Ça a rassemblé 800 personnes donc sur 2 jours, hein, donc le logement a été compris, donc vraiment 24 heures sur 24 pendant 2 jours. On a fait cet événement parce qu'on avait ce besoin, après une très grosse réorganisation interne, de fédérer tout simplement à nouveau nos salariés. On a choisi un événement sportif, c'est vrai, mais finalement, pour nous, le sport, ça a été un peu un prétexte pour unir l'ensemble de nos salariés, puisque le premier objectif, c'était vraiment de faire participer un maximum de salariés, peu importe son profil, peu importe son niveau en sport, vraiment que chacun puisse participer à son échelle. Voilà, donc maintenant, je vous ai présenté un petit peu le contexte de l'événement. Je vous propose de vous immerger dans l'ambiance folle de ce raid en images. Alors vous l'avez vu, hein, sur les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. On a vécu 2 jours d'émotions fortes, de dépassement de soi. On a vu des gens pleurer, des gens sourire, des accolades. Mais évidemment, pour arriver à ce résultat, ça commence en amont. Le fait de fédérer, ça se fait pas que le jour J. Et ça passe en tout cas par plusieurs choses, notamment la proposition de plusieurs rôles à la carte. On en parlait aussi tout à l'heure. Donc on a proposé 2 niveaux de difficulté. Donc en bleu, c'est
c'est l'équipe loisirs, donc eux, c'était plutôt des activités douces, des initiations. En orange, c'était plutôt les compétiteurs, les challengers, vraiment en mode compétition. Mais dans chaque équipe, on a donné l'obligation, en plus des 4 participants loisirs et des 4 participants challengers, d'intégrer un assistant logistique, un reporter et un remplaçant, ce qui permettait vraiment d'avoir une équipe avec plusieurs rôles différents. Et on a aussi, pour ceux qui ne voulaient pas participer en tant qu'équipe, proposé tout un tas d'activités pour les supporters qui puissent à la fois soutenir leurs collègues, mais aussi participer autrement à l'événement. Ça commence aussi, par la constitution des équipes. Donc on a, fortement incité à la mixité dans les équipes. On n'est pas allé jusqu'à la parité malheureusement parce qu'il y avait pas assez de femmes, mais en tout cas, on a fortement encouragé, la répartition hommes-femmes. On a encouragé également la mixité entre CNR et ses filiales, puisque finalement, des anciens collaborateurs CNR se retrouvent aussi dans les filiales. Donc ça, c'était, aussi important pour eux. On a mis en place une plateforme pour s'inscrire, mais pour s'inscrire, fallait un nom. Donc c'est là qu'a commencé toute leur méthode pour brainstormer, se faire des réunions. Voilà, c'était aussi des sujets de discussion à la cantine, des groupes WhatsApp de créer. Donc vraiment pour créer leur identité d'équipe, on leur a laissé la possibilité de personnaliser leur équipement, leurs accessoires, faire des logos, des déguisements. Et nous, on leur a également fait un kit avec des goodies en fait personnalisés et aussi leur nom de dossard au nom de l'équipe. Évidemment, ça passe aussi par la communication en amont de l'événement. Donc nous, on a fait du teasing, on a créé un canal dédié en interne pour nous diffuser notre contenu et que les équipes finalement puissent aussi se challenger et se concurrencer déjà en amont de l'événement. Fédérer, ça passe aussi finalement par la transversalité. Vous le voyez, cette image, c'est notre directoire, donc nos DDG et notre présidente qui littéralement sont dans le même bateau, puisqu'ils ont ouvert la marche de ce parcours de rafting et ensuite nos salariés ont pu faire la course. Donc effectivement, le fait que nos DG, la présidente et les membres du COMEX soient pleinement intégrés finalement au même titre que les autres, ça donne vraiment ce sentiment d'être au même pied d'égalité, tous voilà, dans la même galère et dans les épreuves. Donc ça fait aussi sens et un bel écho au monde de l'entreprise finalement. Donc ça, c'était vraiment important aux yeux de nos salariés. Je parle de fédérer, mais fédérer, ça passe aussi par l'inclusion. Donc ça passe par une bourse aux équipes qu'on a mis en place sur notre plateforme. L'histoire, c'était de se dire, les nouveaux salariés, il faut pas qu'ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc on a lancé une bourse où chacun pouvait soit demander à être intégré à une équipe, soit demander à compléter l'équipe pour que vraiment personne ne soit, encore une fois, laissé de côté. Mais ça passe aussi donc par l'image que vous voyez, donc par notre marraine de l'événement, qui est Margot Boulet. Donc Margot, c'est une athlète qu'on sponsorise depuis quelques années. Elle est championne paralympique d'aviron. Donc encore une fois, c'était une façon de montrer que le sport, même en situation de handicap, c'est possible et que dans tous les cas, nous, on prendra en fait en compte les difficultés de chacun pour adapter les épreuves. On a aussi eu la chance d'avoir une salariée CNR en situation de handicap qui s'est fait aussi le relais auprès des collègues par vidéo pour montrer que c'était possible et que c'était crédible aussi, le fait que ce soit porté par une collègue de CNR. Évidemment, dans ce genre d'événement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a avant, pendant et après. Donc on a évidemment envie que les salariés se souviennent de ce jour-là et qu'ils remportent quelque chose finalement aussi à la maison. Donc chaque salarié, qui a participé dans une équipe a reçu une médaille, donc aux couleurs finalement de sa team. Les trophées pour les 3 premiers de chaque catégorie et la pagaie, qu'on appelait la pagaie d'or, qui sera l'élément remis en jeu à chaque raid. Donc ça a été donné là aux ultimes gagnants et ce sera remis en jeu.
Évidemment, ça passe aussi, le souvenir par, une couverture de l'événement, sur 2 jours, voilà, presque également 24 heures sur 24, donc avec notre prestataire, vidéo. Donc, on a eu des témoignages, du drone, des photos, sur lesquelles évidemment on a, capitalisé, en interne et en externe. Peut-être pour finir, on a, vous le disiez tout à l'heure par rapport au questionnaire de satisfaction, donc évidemment, on en a fait un, on l'a envoyé juste après, donc ils ont pu le compléter déjà dans le bus, et on a un retour en fait, de 99,6 de personnes qui souhaiteraient revenir, à la deuxième édition. Donc, pour nous, ça a vraiment été, un vrai succès et vraiment un événement marquant dans l'entreprise dont on a entendu parler, pendant des semaines. Et le petit coup de clou du spectacle, la petite, fierté qu'on a eue, c'est que l'agence qui nous a accompagnés, donc Sagarmatha, a participé en fait avec notre événement, aux Ours de l'événementiel. Donc il y a un concours, événement à Lyon et on a remporté l'or dans la catégorie, événements, communication interne. Donc voilà, c'était vraiment, voilà, la boucle est bouclée. Donc voilà, en tout cas, ça a été vraiment un événement, marquant, et je pense que les salariés ont très hâte d'avoir la deuxième édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super intéressant. Merci. Bravo, en effet, comme dit Julie, bravo pour cet événement très inspirant et qui nous permet du coup de voir que voilà, le terme engagement, à la fois individuel et collectif, était clé sur ce format qui est un peu différent d'une simple convention ou séminaire top manager. Donc, merci pour ce témoignage, Héloïse. Merci à vous. Merci. À présent, vous voulez partager un autre exemple de levier aussi qui peut vous aider à transmettre de l'émotion en créant justement un moment un peu fort et impactant. Et cette fois-ci à travers un lieu. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Karine Pasquier, qui est directrice de la communication TGV Inouï Atlantique. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on te reçoit. Et ben, on va te laisser partager ton événement. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous parler d'un pépin qu'on a réussi à transformer en pépite. Donc, je travaille chez TGV Inouï Atlantique. Juste pour très rapidement vous donner une idée, c'est 90 TGV par jour, 35 millions de clients par an. C'est surtout 4000, un peu plus de 4000 agents que vous voyez dans nos gares, dans nos trains, ceux qui conduisent les TGV, qui les entretiennent, etc. Et on a un collectif de 300 managers pour animer ces équipes. Et ces managers, on les réunit chaque année en janvier pour une convention autour de notre projet stratégique, avec une contrainte qui est, dans l'idéal, de les réunir autour de la gare Montparnasse, parce qu'ils viennent de tout notre territoire, donc les points de Bretonne, Hendaye, Toulouse, Tarbes, voilà. Le point de ralliement est un peu Paris, mais il est déjà loin pour certains, donc on essaie de rester autour. Cette année, on n'a pas trouvé, il y a très peu de lieux pour 300-400 personnes, donc on a dû s'éloigner, donc on savait qu'on créait un irritant en leur faisant prendre le métro, même si on n'allait pas très loin, on allait vers la Tour Eiffel. Donc on a choisi un lieu. Oui. Excuse-moi, est-ce que tu peux, pardon de t'interrompre, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort et plus distinctement parce que ton micro fait un peu des vagues, donc voilà, pour qu'on t'entende bien. Merci beaucoup. Alors j'essaye de faire plus fort et moins rapide. Donc on a choisi un lieu sans le visiter, ça n'a pas été possible, mais en même temps c'est pas grave, il y avait que ce lieu-là qu'on voulait, qui avait sur le papier les caractéristiques qui nous convenaient. Donc on a fini par faire une visite de repérage parce que c'est indispensable dans un événement, on l'a dit et on le sait, mais on avait déjà le lieu booké. Et là, moi, j'ai vu, donc là, voilà, vous voyez les photos de la salle avant. Moi, je n'ai vu pendant cette visite que les défauts de la salle plénière. Donc une salle blanche, clinique même, je dirais, tout en longueur, pas d'âme, pas de cachet, une hauteur sous plafond assez restreinte. On se rend compte qu'on ne pourra pas fabriquer un fond de scène, une profondeur de salle. Bon, ça, je l'avais déjà identifié avant, mais assez réduite. Il n'y a que 6 rangées de sièges, donc vous voyez, c'est pas très profond, donc compliqué de mettre une scène conséquente. On ne peut pas faire d'avancée dans la salle. En termes techniques, ça allait, mais 6 écrans de projection, bon, on ne voyait pas trop comment on allait gérer le truc, donc un peu la déconvenue. On avait du mal à se projeter sur la journée et surtout, on avait un gros enjeu, c'était qu'on lançait en ouverture notre nouveau film commercial, sur lequel on avait bossé plusieurs mois et qui vraiment génère de l'émotion. Donc on s'est dit: «Comment on va faire passer de l'émotion dans cette salle?» Un peu compliqué.
Donc vous allez voir sur la slide suivante, pardon, donc avec notre agence, dans la visite, de repérage, on s'est dit, enfin moi je me suis dit: «On a des murs, l'idéal c'est pas de projeter sur ces 6 écrans, c'est de projeter sur tous les murs, d'avoir un seul écran en fait géant». Et l'agence, a tout de suite eu une idée, en nous disant: «On peut certainement faire du vidéo mapping». Alors bon, je devinais à peu près ce que c'était, mais sans savoir ce que ça nécessitait en technique, derrière. Et 48 heures après, ils sont revenus, voilà, avec, des détails, une maquette, et on s'est tout de suite projeté dans les événements et on s'est dit: «C'est ça qu'il faut». Et on est parti là-dessus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous le voyez à l'image, le vidéo mapping, c'est la même technique, alors moins poussée, mais que ce que vous voyez sur les grands bâtiments quand il y a des grands événements, l'Arc de Triomphe ou autre. Ça peut se faire sur des façades en extérieur, mais ça peut se faire aussi à l'intérieur de bâtiments. Et je vous propose de regarder un court extrait vidéo pour mieux vous immerger dans l'ambiance, et je vous dis après, voilà, comment ça s'est passé. Voilà, j'en ai encore les poils, comme je dis, en entendant le silence et en entendant la musique. Donc là, il n'y a pas qu'un seul écran, parce qu'il aurait fallu retraiter tout le film, mais ça aurait été possible avec des moyens financiers et du temps supplémentaire. Donc on a découpé la salle en 3 ou 4 blocs, mais voilà, toute la journée a été animée de cette façon. Et en tout cas, sur l'ouverture, voilà, dès que ça a démarré, les gens s'y entendaient pas. On a entendu le silence de l'effet de surprise, le waouh, on a senti, l'émotion, la fierté. Enfin, on a réussi le pari, et on l'a senti dès les premières secondes, donc ça, c'était génial. À la fin, on a eu des applaudissements, on avait un peu anticipé le truc, mais ils nous ont demandé à revoir le film, donc on l'a reprojeté, dans les mêmes conditions l'après-midi, en reprise de plénière. Donc ça, c'était vraiment, super chouette, et on a animé comme ça toute la journée. Voilà, là, vous avez d'autres images. En fait, le vidéo mapping, on l'a vraiment exploité jusqu'au bout, pas juste pour cette séquence-là. On s'est dit: «On va faire toute la journée comme ça». Donc entre chaque séquence, on avait une vidéo différente, qui annonçait la séquence qui arrivait. Donc on a eu différentes séquences sur la sécurité, sur la tenue de nos agents, nos territoires, et cetera. Alors on a une intervenante aussi qui est venue, une navigatrice. Là, on a récupéré ces photos, ces vidéos, on était plongés au milieu de l'océan, c'était, assez, incroyable. Et on avait tantôt de la photo, tantôt de la vidéo, de l'illustration. On avait vraiment un mix de contenu, assez sympa pour pouvoir varier les séquences. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, et si vous avez des questions là-dessus, on en reparlera, enfin, je suis à votre disposition après. Voilà, mais il y a quelques prérequis. Il faut vraiment une salle, fermée, pas de fenêtre, et cetera. Du matériel, on a dû louer du matériel spécifique pour, réussir à faire ça. Et puis la présence, voilà, du vidéomappeur, et de techniciens, en plus. Ce que je peux vous dire, moi, peut-être en conclusion, c'est, les 2 choses à retenir peut-être de ça, c'est que toujours visiter les lieux avant vos événements, lieux «imposés» entre guillemets ou pas, mais il faut vraiment y aller, parce que c'est que sur place qu'on peut se rendre compte, des éventuelles contraintes, et qu'on peut se projeter et voir comment on peut les contourner. Et puis, oser partager vos idées, même les plus folles, parce que si ce jour-là, j'avais pas dit: «Bah tiens, et si c'était ces 30 mètres de mur qui étaient un seul écran, et si on faisait passer là un train et un bateau?» Voilà, si j'avais pas exprimé cette idée, notre agence, l'aurait pas mise en scène, le lieu pas fait tout ce qu'il faut pour que ça devienne possible. Et voilà, oser. Et j'en suis à ma 4e convention avec notre directeur. C'était le lieu franchement le moins sexy, et c'est l'expérience qui a le plus marqué, tous nos collaborateurs en 4 événements. Donc une grande fierté pour celui-là.
Ben, merci beaucoup, Karine. C'est vrai que c'est très intéressant, comme tu l'as dit, de faire d'un pépin une pépite. C'était bien résumé. C'est vrai que c'est aussi ça, les événements, c'est se dépasser, réfléchir à des choses innovantes. Et c'est vrai que ça, c'est important aussi de se renouveler et d'arriver à intégrer des choses nouvelles tout en restant fidèle à ce qu'on est, parce que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Parfois, on va trop loin et on se trompe. Donc ça, c'est aussi l'importance du brief et de la commande initiale. Et puis après, comme vous l'avez dit toutes les deux aussi, d'être entouré, quand on le peut, des prestataires, mais ça peut être des prestataires de niveaux très différents. On peut avoir des grosses agences et parfois travailler juste avec un free qui, lui, va justement amener son expérience, sa connaissance de nouveaux formats. Donc ça peut un peu s'adapter à tout. Donc c'est vrai que ça nous apparaît vraiment intéressant, ton témoignage. Merci beaucoup. On a des questions dans le chat auxquelles on n'a pas répondu. Peut-être qu'il y a une question pour Héloïse. Est-ce que tu peux partager le montant du budget global de cet événement ? La Qui va fameuse donner le question. vertige à certains, je pense. Oui, alors effectivement, je ne vais pas vous le cacher, c'était un très très gros Bah ouais, c'est énorme. montant. Ça s'explique aussi, je l'ai pas dit parce que voilà, faut être concis. Mais on a été très surpris par le nombre de participants. Ouais. On avait fait nos appels d'offres sur 300 participants et on ne connaissait pas vraiment le pouls de l'entreprise. Suite à une réorganisation, c'est toujours un petit peu compliqué. On sait que c'était un événement sportif, donc on était en train de communiquer sur l'événement en même temps qu'on était en train de le construire. Donc finalement, c'était un petit peu compliqué de jauger le taux de participation et on s'est retrouvé à 1 mois et demi de l'événement à 800 inscrits. Donc il a fallu évidemment déployer de nouveaux moyens. Faut savoir aussi que tout était pris en compte, donc tous les repas, les logements, l'affrètement des bus, enfin voilà, il y avait vraiment une scène, un animateur, et évidemment la sécurité aussi. Donc tout un ensemble qui amène à une enveloppe, on va dire, à moins de 700 000. Voilà, donc c'est quand même un très 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 gros budget et c'est pour ça que, un peu comme les JO, on va pas le faire tous les ans, mais en tout cas c'était important de marquer cet événement-là et de vraiment répondre aux salariés par un événement commun en fait, sachant que c'était aussi un petit peu leur demande puisque nous on est une filiale d'Engie et auparavant Engie donc de façon historique avait un raid auquel ces filiales étaient invitées, donc on avait déjà des salariés CNR qui participaient au raid Engie. Engie a arrêté son raid, donc c'était aussi une façon de leur faire un petit clin d'œil pour vraiment voilà, remettre le moral des troupes après cette réorg. Donc évidemment un très gros budget, mais on le pensera peut-être différemment aussi pour les prochaines éditions. Là, c'était une première. En tout cas, moi personnellement, j'avais jamais fait un événement Cette taille, ouais. extérieur de cette ampleur. Donc voilà, on optimisera peut-être autrement pour les prochaines éditions. Mais effectivement, la première enveloppe était un peu salée. Merci. Ouais, mais vous avez eu un ours d'or, donc Ouais, c'est ça. ça les valait bien. C'est ça. C'est quand même Voilà. pas mal. C'est ça. Super. Je sais qu'il y a d'autres questions et je pense qu'on va y répondre va par la répondre suite. après, Donc on va pas les prendre tout de suite, on y répondra très certainement. Peut-être une question rapidement en réaction sur l'IA. Oui. Qu'est-ce qu'on utilise pendant un événement avec l'IA ? Pendant un événement, l'IA, ça va vous permettre d'ultra personnaliser. Par exemple, sur de la traduction simultanée avec l'IA, ça marche bien. Vous avez des prestataires comme WeSpeak qui font ça très bien. Donc ça permet d'avoir du multilingue hyper facilement. Vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous connaissez Memento Photo, c'est une solution qui vous permet de prendre en photo pendant tout l'événement vos participants et pour que chacun reçoive sa galerie photo personnalisée en live pendant l'événement. Ça marche avec de l'IA et de la reconnaissance faciale et ça ultra personnalise puisque chacun reçoit ses propres photos pendant l'événement. Donc c'est assez puissant. Et derrière, on peut aussi aujourd'hui développer des chatbots IA qui soient le compagnon personnalisé, qui répond à toutes les questions en live, en amont de l'événement, mais aussi le jour J, sur des questions ultra basiques comme assez complexes sur des parcours et autres. Mais ça, c'est des outils qu'on peut développer et qu'on est capable de mettre en place aujourd'hui. Alors, moi, je retiens Memento Photo que je ne Ouais. connais pas, donc je vais aller jeter un œil. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Bon, les mots-clés, émotion, expérience, scénarisation et partenaire sur cette partie. Et maintenant, on va conclure avec l'après, parce qu'on a vu ce qui pouvait se passer pendant, évidemment, mais comme on vous le disait au départ, il est essentiel pour nous d'anticiper. C'est vraiment le mot-clé, pour moi, je l'ai mis en gros ici. Vous parlez de l'après, pour moi, c'est vraiment une opportunité stratégique, souvent négligée, et c'est dommage, parce que, en fait, sinon, vous allez perdre beaucoup de temps et donc beaucoup d'impact si vous ne préparez pas justement cet après. L'idée ici, c'était de vous livrer un peu voilà, les choses auxquelles on pense qu'il faut
anticiper justement qu'il faut préparer même en amont pour l'après-événement, parce que c'est vrai que quand on est dans la seringue, on ne pense pas forcément à l'après, mais c'est clé. Peut-être, Elodie, pour commencer sur les livrables. Oui, les livrables, on l'a beaucoup évoqué là, en parlant de l'avant et du pendant. Les livrables, c'est est-ce qu'on a quelque chose à donner après? Est-ce qu'on a quelque chose à partager? Justement, on disait parfois il faut cascader aux équipes, parfois on a envie de laisser un souvenir, parfois on a envie de l'intégrer dans un plan de communication global. Ça, c'est pareil, on le définit avant. Et c'est vrai qu'il y a une question là dans le chat sur définir en amont où est le ROI. Ça fait partie des sujets qu'on doit se poser en amont. C'est-à-dire, on a parlé des enjeux et de ce qu'on attend comme résultat. Comme toute campagne de com, un événement, c'est aussi un moment où on s'adresse et où on délivre des messages. L'idée, c'est de se dire en amont, mon ROI, ça sera quoi? Est-ce que j'ai envie que l'impact, ça soit le cascading ensuite et que l'ensemble des participants descendent des informations ou partagent ou démultiplient des messages? Est-ce que c'est ça mon ROI? Est-ce que mon ROI, c'est juste que les participants soient satisfaits et qu'ils aient compris? Donc ça, on le pose dans les enquêtes de satisfaction. C'est l'étape d'après. Quand on prépare son enquête, c'est là qu'on va évaluer et qu'on cherche à évaluer les objectifs qu'on s'était donnés, les attendus. Donc, est-ce que c'est j'ai mieux compris la stratégie? Est-ce que c'est je vais pouvoir partager certains éléments à mon équipe? Est-ce que c'est j'ai pu comprendre et rencontrer des équipes que je ne rencontre jamais? Est-ce que j'ai pu résoudre des problèmes? On en parlait tout à l'heure dans les ateliers. J'ai rencontré des gens que je ne vois jamais. J'ai pu avoir une approche que je ne pouvais pas avoir d'habitude. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il y a dans l'enquête de satisfaction. Il faut la préparer vraiment en amont parce que, comme l'a dit tout à l'heure Héloïse, je crois, l'enquête de satisfaction, il faut l'envoyer tout de suite après. Il ne faut pas attendre, il faut qu'il soit chaud et qu'ils aient tout en tête. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi la manière d'objectiver les résultats, parce que parfois, il y a du bouche à oreille par certains qui n'est pas le reflet de la majorité. Donc c'est intéressant d'avoir cette enquête et d'avoir le maximum de répondants pour que ça soit effectivement pertinent. Les rebonds, du coup, Charlotte? Ouais, sur les rebonds, je pense que ça fait aussi quelque part partie de votre ROI, c'est-à-dire de se dire, OK, je construis une séquence, l'événement étant un milestone, une étape, quel qu'il soit, avec n'importe quelle cible, mais par la suite, on fait perdurer cet événement avec des rebonds qu'on pense pareil sur un calendrier de communication. Vous avez l'habitude de préparer des plans de com. Donc voilà, ça, je pense que c'est important d'y penser. Capitaliser sur le travail de fond qui a été fait, c'est hyper important. Les livrables, vous pouvez les penser. Alors, franchement, honnêtement, en toute transparence, partager 1h30 ou 2 heures de replay ou 4 heures de replay, soyons très très honnêtes, personne ne va le regarder. Donc voilà, l'IA là peut être très utile, je pense que tu en parleras, avec des synthèses, un one-pager, des choses comme ça. On peut préparer des podcasts, de l'audio, voilà, on peut et donc diffuser aussi, séquencer la diffusion de ces éléments, ces livrables, soit tout de suite après l'événement, soit sur une durée plus longue. Donc voilà, ça il faut y penser. Je pense qu'il faut aussi penser tout de suite au REX, c'est clé. Le REX en équipe. Donc avec votre équipe proche, des gens qui ont contribué à la construction de cet événement, avec vos partenaires. C'est vraiment une étape, je pense, qui est assez importante, pareil, à faire peut-être dans la semaine après l'événement. On se laisse 2-3 jours pour redescendre, pour souffler, et ensuite on se débriefe. Je pense que c'est important de se dire voilà, ce qui a bien marché, ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour la prochaine édition, tant sur le fond que sur la forme. Et puis évidemment le garder très précieusement, parce que ce REX-là, il va vous servir pour les prochaines éditions, si prochaines éditions il y a, évidemment. Mais c'est clé de s'y référer. Moi, j'avoue que chaque année, quand on a un événement récurrent, je retourne voir ce qu'on s'est dit l'année d'avant pour se dire ah oui, c'est vrai, on s'était dit ça, il ne faut pas qu'on reproduise telle erreur, etc. C'est hyper important. Et 2 étapes clés peut-être aussi, en plus du REX, juste après l'événement, pour moi, c'est ne pas oublier de célébrer, de s'auto-congratuler quelque part, avec tous les contributeurs, à la fois votre équipe proche, mais aussi les partenaires. Ça fait toujours plaisir et ça fait du bien quand l'événement est successful. Et aussi ne pas oublier de remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle dans le montage de l'événement, vos prestataires, vos speakers, tous les gens qui ont géré la logistique, les traiteurs, etc. Ça, c'est clé. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on fédère une petite communauté de gens précieux, d'alliés internes et externes. Donc ça, ne pas oublier cette question, cette partie-là. Mais tous ces cas d'usage-là très spécifiques, effectivement, c'est aussi des choses qu'on peut très bien faire avec l'IA. Parfaite transition. Voilà, très clairement, reprendre le contenu qui a été partagé pendant l'événement et le retranscrire de différentes manières pour l'intégrer sous différentes formes sur votre plan de com, ça marche très bien. On parlait de podcast, on peut faire juste un extract de dire, voilà, j'envoie le lendemain ou le surlendemain le récap des messages clés qu'ils doivent retenir, voilà les prochaines étapes. Donc de penser temps long
et de recycler son contenu. C'est ce qu'on appelle le repurposing content et qui est vraiment augmenté à l'IA, très clairement. Le questionnaire de satisfaction, moi je fais des ateliers comme ça avec des directions de la com pour se poser la question sur comment l'IA va m'aider à croiser mon ROI, mes attentes, croiser le descriptif de mon événement pour sortir un questionnaire de satisfaction qui est vraiment sur mesure et qui me permet d'évaluer ce qui m'intéresse vraiment. Et pas juste de dire est-ce que le traiteur était bon. En fait, c'est très bien, mais en termes d'impact et ROI derrière, c'est pas très intéressant. Donc, on analyse les chiffres du questionnaire qui est vraiment fait sur mesure et on va aussi analyser les verbatims. Ça, c'est aussi la partie qui est la moins facile à exploiter. Là, on va analyser aussi les verbatims et derrière, on va pas seulement sortir un récap de ce qui s'est passé, on va aller un petit peu plus loin et puis on va analyser, se dire c'est quoi les recommandations pour la suite. Donc, c'est effectivement en complément du REX de se dire comment je vais aller un petit peu plus loin dans ce que je peux faire. Donc, on a vraiment un process qui peut être augmenté à chaque étape par l'IA. Oui, complètement. Ouais, ça, c'est hyper intéressant. Et je vois une question de Marie-Gaëlle sur le kit de cascading. Pour moi, c'est anticipé. Si vous savez déjà en amont un peu le type de contenu que vous allez avoir, peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas, à minima, des grands éléments, pour moi, ça se prépare en amont. Ouais, parce qu'en fait, après, déjà, vous allez être crevé, vous aurez autre chose à penser, il y aura d'autres séquences à construire derrière. Donc, pareil, si on peut l'anticiper, c'est quand même vraiment notre recommandation là-dessus. Donc là, on vous remet les mots-clés sur l'après. Sur la fraise, voilà. Et puis, on va peut-être conclure. Eh ben, on va conclure, oui, exactement. Alors, sauf s'il y a d'autres questions, Sarah, est-ce qu'on a des questions auxquelles on n'a pas répondu? Oui, en effet, vous aviez une question pour... en fait, c'était une question pour Héloïse. D'accord. Sur la gestion de l'inclusivité dans son RAID. Comment ils avaient géré ça pour être sûr d'inclure tout le monde. Ouais, je pense que tu avais pas mal répondu sur la partie. Elle avait évoqué les mix d'équipe, mais comme la question est arrivée après, je me suis dit que peut-être... Ok, super. Héloïse? Oui, donc il y avait déjà cette notion de marraine, donc il y avait plusieurs vidéos qu'on a publiées sur notre canal dédié. Il y avait cette ambassadrice qui a fait également des vidéos pour parler de son propre handicap et son lien avec le sport, donc aussi pour montrer que c'est possible. Et ensuite, on a profité d'événements sur le handicap pour mettre en lumière notre référente handicap, pour qu'elle soit vraiment connue de tous et tous, pardon. Et ensuite, on a des salariés qui ont directement contacté la référente handicap et on a adapter les épreuves. Donc par exemple, quelqu'un qui était sourd, il pouvait pas en fait aller dans l'eau avec ses appareils auditifs. Et ben on a transformé un petit peu l'épreuve pour que lui il fasse plutôt une autre épreuve. Enfin voilà, on a mixé un petit peu les gens aussi au sein des équipes, vu qu'ils ont plusieurs rôles. Il y avait aussi un remplaçant pour ce genre finalement de cas. Voilà, donc il y a eu aussi une personne en situation de handicap qui ne voulait pas dormir loin du logement, donc elle avait vraiment un logement sur le camp de la base nautique. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et en plus de tous les rôles qu'on a proposés du coup vraiment à la dispo des salariés à la carte. Merci beaucoup. Super, merci. Écoutez, c'est le moment de conclure. Déjà parce qu'il est 57. Et qu'un bon événement, c'est un événement qui respecte. Termine à l'heure. Qui termine à l'heure. Écoutez, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on s'est dit là, on se dit que si on part avec quelque chose là tout de suite, c'est de vous demander quel est le moment lors d'un événement que vous n'avez jamais oublié, parce que si vous en organisez, vous avez participé aussi à ces événements. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de se dire qu'est-ce qui m'a marqué récemment, ce à quoi j'ai assisté. C'est vrai qu'on assiste aussi à des événements perso et des festivals, etc. Et parfois, on trouve des idées, des inspirations. Notamment, on en a parlé récemment, introduire l'art dans les événements, la poésie, enfin des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vrai que parfois, on le voit dans nos vies perso. Donc, c'est vrai que si on essaye de faire une petite conclusion, on se dit que ce qui est intéressant et ce qui est hyper important pour organiser un événement, c'est un déroulé, un conducteur, un nombre de slides, des bons intervenants, etc. Mais c'est pas de ça dont on se souvient quand on est participant. Dont on se souvient, c'est quoi? En effet, réfléchissez à cette question. C'est quoi qui vous a marqué dans un événement, pour le coup, que vous avez trouvé impactant? Pour nous, c'est évidemment pas les slides, pas le conducteur, pas le déroulé, et même des fois rarement les speakers, malheureusement. On se souvient d'une émotion, on se souvient d'une énergie, on se souvient d'une rencontre ou deux rencontres au pluriel, on se souvient
d'un moment où on s'est senti touché, embarqué par ce qui était partagé. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment ça la définition d'un événement impactant. C'est pas un événement qui est simplement réussi et successful sur le moment, mais c'est un événement qui laisse une trace. Je crois que le mot trace était revenu au début sur notre première question. Et du coup, on a une petite citation peut-être pour conclure. En anglais, je m'en excuse, mais c'était une poète américaine et je trouve que la citation résume bien ce qu'on a essayé de vous partager aujourd'hui. People will forget what you said, people will forget what you did, malheureusement, but people will never forget how you made them feel. Donc c'est vraiment les sentiments, l'engagement, les émotions qui vont rester sur vos événements. Donc gardez bien ça en tête pour l'organisation de vos prochains événements. Je tiens à remercier particulièrement Agathe d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour tes partages très inspirants. Merci à Héloïse et Karine pour leur présence à nos côtés et d'avoir gentiment accepté de venir témoigner sur ce webinaire. Et je tiens aussi à remercier tout particulièrement les équipes techniques de Fred, de la société Take and Freeze qui ont permis de rendre cet événement impactant, on l'espère, en tout cas, dans la forme. Et donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures avec l'AFSI. Merci à beaucoup. tous. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.